2024 est là, synonyme de renouveau et d'opportunités. Peut-être avez-vous cette année des projets, des résolutions pour changer votre vie professionnelle. Alors les amis, pensez au parcours Chance. Chance, fidèle partenaire de Métamorphose. Chance, c'est ce bilan de compétences qui vous aide à redonner du sens à votre vie professionnelle. En 3 mois seulement, redéfinissez vos objectifs et retrouvez ce qui vous anime vraiment avec un coach dédié. Chance, c'est aussi une communauté engagée qui est là pour vous soutenir, vous épauler et vous ouvrir son réseau. Et en prime, le parcours est 100% finançable grâce au CPF. Alors les amis, je vous invite peut-être à surfer sur l'énergie de la rentrée et des bonnes résolutions pour cette fois-ci vous mettre en action. Rendez-vous immédiatement sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans cette nouvelle série Métamorphose, les conversations du Scarabée, qui est un format expérimental de petits dialogues entre amis. L'idée avec cette série est de croiser des regards sur un thème, non pas en tant qu'experts, mais plutôt comme des amis qui conversent ensemble et s'interrogent tour à tour. Alors pour cette première série, je cheminerai avec Alexandre Dana, fondateur de Live Mentor, et nous aborderons des thèmes aussi divers que l'abondance, l'éveil des consciences, nos croyances, l'influence de l'éducation, les joies et les peines d'entrepreneurs dans ce monde et bien d'autres incroyables sujets. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une émission un petit peu particulière puisque nous sommes dans les conversations du Scarabée avec Alexandre Dana. Vous connaissez maintenant ce rendez-vous mensuel, un samedi par mois, et de temps en temps on aime bien accueillir un invité. Et bien là on a accueilli le même invité que la dernière fois, c'est Christian Junot. Pourquoi ? Parce que Christian Junot est un ami commun d'Alexandre et moi. On aime beaucoup avoir des conversations intimes tous les trois, on part aussi de temps en temps en vacances, on randonne ensemble, on est passionnés de montagne tous les trois, et on a des conversations aussi passionnantes qu'on avait envie de vous faire partager. Alors aujourd'hui, on a décidé de faire un exercice qu'on n'a jamais fait, puisqu'on n'a pas préparé de thème, on a décidé d'y aller à l'impro, comme un peu nos conversations intimes tous les trois, et de prendre simplement comme point d'appui mon oracle du Scarabée d'or, puisque cette émission s'appelle Les conversations du Scarabée. Donc le Scarabée nous suit, et on va tirer 2 cartes chacun. On va dévoiler ces cartes au début de l'émission et ensuite on va chacun s'exprimer sur la carte qu'on a tirée en particulier et puis on rebondira les uns les autres sur les cartes. Alors, bonjour Alexandre Dana. Bonjour Anne. Et bonjour Christian Junot. Bonjour Anne, bonjour Alexandre. On est ravis de se retrouver. On est super contents. Et Anne, est-ce que tu pourrais en une phrase présenter ton oracle ? Pour les personnes qui n'ont jamais utilisé un oracle, qui ne savent pas ce que c'est donc un jeu de cartes, mais c'est pas des cartes à jouer, c'est pas des cartes de poker. Pas du tout. Alors, ce ne sont pas des cartes de poker, ni des cartes pour moi, en tout cas, de divination, même si j'aime beaucoup ce mot oracle. Mes oracles ne sont pas des outils divinatoires, mais plutôt des points d'appui de cheminement intérieur, d'introspection, de quête existentielle, philosophique, on pourrait dire. Donc, cet oracle du Scarabée d'or, contrairement à celui de la métamorphose qui vraiment s'utilise en tirage d'une carte, celui-là a 4 thèmes différents à l'intérieur et qui se font écho. Donc, on va tirer à chaque fois 4 cartes dans 4 thèmes différents qui sont des archétypes et des symboles, des personnages et des guides inspirants, des cartes d'inspiration de sagesse et ensuite le 4e thème qui sont les blessures. Donc aujourd'hui pour notre émission, on a décidé de se concentrer sur les 2 derniers thèmes qui sont les cartes d'inspiration et les cartes des blessures. On va en tirer donc 2 chacun. Et Anne, peut-être que juste avant de commencer, on peut dire un mot sur la puissance des cartes. Donc ici, on va utiliser ton oracle. Moi, ce que je peux partager, c'est à quel point dans ma vie amicale, amoureuse et même familiale, les oracles ou des cartes d'introspection m'ont permis de débloquer des conversations profondes. Et c'était aussi ça, le message qu'on voulait peut-être partager avec cet épisode un peu particulier, c'est si vous avez autour de vous des personnes avec qui vous avez envie d'approfondir certaines relations et que vous en avez un peu marre du dîner classique dans un resto avec entrée, plat, dessert où on se raconte nos vies et en fait on sait qu'on a le transport à prendre juste après, on est pressé, on est stressé. Avoir ce genre d'outils pour déclencher des conversations,
peut donner des choses fantastiques. Alors, je ne sais pas si ça sera fantastique, notre conversation à tous les trois. On ne sait pas. On sait pas. Voilà. Mais moi, j'invite tout le monde à essayer d'avoir des conversations guidées. J'aimerais juste partager une expérience, que tu dis ça, lors d'un Noël familial où on avait réuni nos deux familles, un jeu québécois qui s'appelle On veut du vrai. On avait sorti quelques cartes et on avait fait vraiment le tour, et c'était vraiment les grands-parents, les parents, les petits-enfants, et ils s'étaient dit des choses incroyables qui ne s'étaient jamais dit, et ça avait été un Noël magique dont je pense que tout le monde se souvient, tellement ça avait ouvert la parole à travers ça. Quand des gens viennent à la maison, et souvent mes amis me demandent de tirer les cartes avec eux, et puis en fait c'est souvent un support de discussion d'une profondeur extraordinaire. Mais c'est ça. Quel que soit le thème, parce qu'on va tirer un fil, et puis forcément ça va faire écho dans vos systémies aussi à vous qui nous écoutez. Et donc l'idée qu'on a aujourd'hui, c'est évidemment d'avoir cette conversation entre amis, mais aussi pour Christian, expert de la relation à l'argent, conférencier international. Donc, et quand on sait, quand on parle beaucoup de ça avec Christian, quand on parle de la relation à l'argent, on sait qu'on soulève bien d'autres sujets qui sont tabous derrière. Hier soir à table, on avait une conversation sur la sexualité, sur la mort, sur l'argent, etc., qui sont des sujets universels et qui ont un lien avec ton cœur de sujet. On t'avait reçu dans une émission précédente. Évidemment, on a fait une série en 6 épisodes tous les deux sur l'abondance. Et puis, on t'avait reçu avec Alexandre Dana dans les conversations du Scarabée, où on avait parlé déjà de la systémie familiale. Donc ça, c'était aussi une super émission. Alors, Christian, tu as choisi une première carte, on va commencer, qui est la carte 27. On va peut-être d'abord dire un peu le thème des cartes, qui s'appelle l'Imago et qui dit « Ma vie est une luxuriante constellation systémique ». Alors, c'est marrant parce qu'au hasard, il tire une carte et qui est quand même son cœur de sujet, un de ses sujets, qui sont les constellations systémiques et familiales. Sachant que l'imago, c'est vraiment un peu comme les archétypes, ceux qui se jouent à l'extérieur de moi, se jouent aussi à l'intérieur. Donc c'est tous ces effets miroirs que nous pouvons avoir avec le monde. Toi, tu as tiré quelle carte, quel numéro, Alex ? 29, parce que c'est l'année de ma vie où j'ai connu ma plus grande métamorphose. Alors, tu as tiré une carte qui s'appelle le corps spirituel, et la phrase est la suivante: je respire, je danse et je libère l'expression corporelle de mon essence primordiale. Ça, c'est une carte que j'aime énormément, qui est peut-être un peu plus complexe à comprendre, et puis on les décodera après, de manière plus approfondie. C'est comment, finalement, à travers ma corporéité, je développe, on en discutait hier hors antenne, une forme d'état d'être à partir du sentiment du geste, de mon corps. Comment ce corps physique est aussi un corps divin et peut être l'expression de cela, en fait. Une forme de spiritualité. Moi, j'ai tiré la carte 28. Oui. Et c'est l'alchimie du féminin et du masculin, c'est cette carte-là, et qui dit « Au rythme des saisons, j'alchimise les polarités masculines et féminines ». À l'intérieur de moi. Et ensuite, tous les trois, donc dans ce jeu, il y a 4 thèmes, et le 4e thème, c'est plutôt autour de nos blessures. Les 3 premières se suivent, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, 27, 28, 29. Ouais, on a tiré, on n'est pas dans le numéro du loto, mais on a tiré 3 cartes, effectivement, qui se suivent. Ensuite, pour poser les thématiques, après on va les décrypter. Christian, tu as tiré quel numéro ? J'ai pas mis mes lunettes de lecture, en l'occurrence, le 39. Merci Alexandre. Alors, le 39, c'est la tristesse, et qui dit « En moi sommeille une odyssée de larmes à consoler ». Voilà, et ça fait écho justement à quelque chose que tu nous as raconté par rapport aux larmes à table ce soir. Tout à fait, donc, je pensais à ça aussi. Ouais, je trouve ça très intéressant. Ouais. On pourra peut-être nous en reparler. Et puis toi, Alexandre ? 35. La 35, qui est la carte des regrets. Corps et âme, je m'enracine dans l'élan du vivant. Comment est-ce qu'on vit avec nos regrets, qu'on peut les intégrer, pas forcément rester tout le temps enquisté dedans. Et moi, j'ai tiré la 42. La 42, qui est le rejet. Plonger en soi dans la rencontre intime avec l'enfant intérieur. Avoir pu se sentir rejeté, ça me parle aussi.
Donc, ça fait beaucoup, 6 cartes. On va voir, en fait, s'il y a des thèmes qui rejaillissent pendant cette émission et sur lesquels on aura envie de plus développer. Alors, peut-être on va commencer avec toi, Christian, si tu es d'accord, puisque déjà, tu es notre invité aujourd'hui. Et puis, tu as tiré cette carte sur l'imago, qui est au sens de Jung, puisque c'est Jung qui a utilisé ce terme, en tout cas dans sa thérapie, qui nous parle de la vie qui finalement, sans arrêt, nous renvoie des choses en effet miroir de notre vécu, que ce soit à travers des personnes rencontrées sur le chemin, des situations, et qui vont nous dire en fait une part de nous-mêmes. Et souvent, quand je t'écoute, je me rends compte que tu as vraiment ce réflexe. Je ne sais pas si c'est la communication non violente ou d'autres, tout ce à quoi tu as été formé, mais tout de suite, tu essayes de regarder ta part. Tiens, qu'est-ce que j'ai encore à comprendre ? Et là, j'aimerais bien que tu nous donnes peut-être quelques enseignements. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, dans le deuxième livre que j'ai coécrit, Enfin libre d'être soi-même, on parle beaucoup de l'effet miroir comme d'une possibilité d'apprendre à travers ce qui peut nous agacer ou nous énerver chez les autres aussi. Mais c'est vrai que j'ai ce réflexe de dire quand il m'arrive quelque chose, j'ai le choix de me positionner en victime ou de me dire qu'est-ce qui fait que j'ai peut-être attiré ça. Je vais vous partager une anecdote, elle est assez drôle, mais elle est tellement, j'allais dire, invraisemblable, mais ça parle vraiment de ça. Un jour, je prends le train pour partir en voyage, et je vois sur le quai un gars qui a une sorte de transistor de musique qui est très fort. Je me dis, bon, j'ai l'intention de travailler, donc j'ai pas l'intention d'être dans le train avec lui, donc je me mets tout devant. Au deuxième wagon, je m'installe, je commence à travailler, tout à coup, j'ai je suis alerté par un bruit qui s'approche, et j'entends la musique qui s'approche, et il vient s'asseoir tout près de moi. Alors je me dis, bon, ben ça y est, c'est exactement ce que je voulais éviter, et ça recommence. Et alors ce que je fais, j'avais deux solutions, c'est de proposer d'arrêter la musique, de faire moins fort, ou de changer de wagon. Et j'ai choisi, j'appelle la solution de la lâcheté, qui est de changer de wagon. Je ne lui ai rien dit, et j'étais d'autant plus lâche, si je suis vraiment honnête, que je lui ai fait un regard assassin en passant à côté de lui, pour lui montrer tout le mal que je pensais de son attitude. Et je vais dans le premier wagon, là il y a une seule personne, donc je peux m'installer tranquillement, je dis voilà, j'ai bien fait de changer. Et il se passe pas 2 minutes que la personne commence à hurler des insanités dans le wagon. Mais j'étais à 5 mètres, je la voyais pas. Et là je m'arrête, je me dis là il doit y avoir une caméra cachée, c'est pas possible autrement, parce qu'une succession de trucs comme ça m'est jamais arrivé en 45 ans que je prends le train tout le temps, quoi. Envers toi ou comme ça ? Alors non, des insanités comme ça. Et heureusement pour moi, la personne a la bonne idée de sortir au premier arrêt, mais elle marche dans le couloir et en passant à côté de moi, elle me regarde et elle lève le doigt, l'index, elle lève bien haut comme ça, le signe que vous connaissez bien, et en me regardant. Et là, je suis absolument ahuri par ce que je vois, en me disant, mais là, je rigole parce que ça devient tellement gros, tu vois. Et à partir de là, simplement, ce que je veux dire, c'est que là, c'était pour moi un enseignement de dire, j'ai 2 solutions. Ou bien je peux pester contre la société en disant, mais regardez, c'est du grand n'importe quoi, ce qui se passe, et on a tout à fait le droit de le faire. Et l'autre possibilité, c'est de me dire, mais c'est tellement gros, on a parlé de message tout à l'heure d'ailleurs à table, c'est tellement gros comme message, il y a forcément un message pour moi. Et là, mon réflexe était de dire, si tu devais porter un jugement sur ces personnes-là, qu'est-ce que tu dirais d'elles ? C'est ça pour moi que j'ai vraiment essayé de voir. Et puis les deux, le même mot est venu, ce sont des personnes irrespectueuses. C'est vraiment le mot qui m'est venu. Et là, j'utilise l'effet miroir, je dis, oh miroir, mon beau miroir, irrespectueux, est-ce que ça te parle ? Et là, j'ai pris conscience que je partais en voyage vraiment extrêmement fatigué. Que j'avais été très irrespectueux de moi auparavant, et pour être dans cet état-là, et que ça m'a comme donné une sorte d'éclairage. Je dis, ok, là, sur tout ce voyage, tu vas prendre soin de toi. C'est l'objectif numéro 1, c'est de prendre soin de toi et de revenir plus en forme que tu ne le parles. Mais si tu veux, donc j'ai utilisé ce que je vivais là pour en tirer une information que je recevais à cet endroit-là. Ce que tu m'as partagé d'ailleurs hier hors antenne, puisqu'on parlait un peu de cette thématique, c'est que c'est quelque chose que tu as pris l'habitude de faire, c'est vraiment un réflexe que tu as, de te dire, tiens, c'est pas confortable, qu'est-ce que je peux aller regarder à l'intérieur quand il t'arrive une situation un peu particulière ? Oui, encore une fois. fois. Ou avec une personne, on parle d'une situation. Absolument, c'est avec une personne, ou ça pourrait être un problème de voiture, ça peut être autre chose. Ou une institution, ou une entreprise, etc. C'est vraiment l'idée de dire, ok, si on est acteur de sa vie, pour moi, c'est d'utiliser ce que la vie nous amène comme situation. Alors confortable, c'est pas trop problématique, mais quand ça l'est un peu moins, de se dire
est-ce que j'ai un enseignement à tirer, est-ce que j'ai un apprentissage à faire? En tout cas, c'est comme cette posture, en tout cas, que j'apprends de cette vie-là. Et simplement, parfois, sur la situation, on n'arrive pas à le faire tout de suite parce qu'on peut être trop chamboulé émotionnellement. Et peut-être ça demande un peu de temps après pour y revenir, pour me dire qu'est-ce que j'avais à comprendre de tout ça. Toi, Alexandre, c'est quelque chose que tu pratiques en conscience, ce que vient d'expliquer Christian? Pas autant que Christian. En fait, en t'écoutant, je réalisais à quel point moi, pendant très longtemps, je me suis contenté de faire un effet miroir pour apprendre. J'ai énormément construit ma capacité à apprendre en m'inspirant des autres, en trouvant des modèles, en les décortiquant, en les analysant. Et ce n'est que depuis 1 ou 2 ans que je commence à comprendre que si quelque chose chez quelqu'un m'énerve, c'est parfois, pas toujours, mais parfois, parce que ça me renvoie à un de mes comportements. Donc, exemple très parlant, quand je me retrouve dans un groupe de personnes où il y a quelqu'un qui est très extraverti et qui peut prendre beaucoup de place, ça me rappelle que moi, je peux aussi être extrêmement extraverti et tenir beaucoup le micro et avoir ce côté que certains appellent solaire, où tu polarises. Et donc le voir chez l'autre, je trouve, permet effectivement d'évoluer super fortement, d'avoir des déclics, des prises de conscience où tu te dis, mais ok, en fait, si là ça me titille, c'est que je peux avoir ce comportement moi aussi. Alors c'est étonnant qu'on parle de ça parce que quand cet après-midi, Christian a dû partir pour une autre activité à un moment donné, on s'est retrouvés à avoir une discussion sur nos entreprises et sans préciser dans quelle situation tu es du tout particulièrement par rapport à cette problématique, mais on a discuté et à un moment tu as réalisé que tu étais vraiment partie prenante de la solution. Ouais. En disant c'est sûr, ah oui en fait je l'avais pas vu comme ça mais c'est assez juste. Ouais, ça c'est l'effet miroir. Ouais. Avec toi, qui permet d'avoir ces prises de conscience. Ça, c'est fantastique, d'avoir des effets miroirs dans des amitiés, dans des relations proches. Là, l'exemple du métro ou du train, je ne sais plus ce que c'était, ton transport, Christian, c'était avec des inconnus. Mais je trouve ça fantastique quand, dans une relation avec 2 amis ou 2 membres d'une même famille, on peut faire écho de nos situations personnelles et se faire des miroirs qui nous font progresser l'un et l'autre. On n'a pas ça dans toutes les relations. Ça serait exactement la même chose avec son partenaire de vie. Hein. La miroir peut se faire tout à fait de la même manière. Moi, quand quelque chose a pu m'énerver chez mon épouse, je vois qu'en général, ça parle d'une partie de moi. Et je trouve la différence importante qu'on n'a pas forcément le même comportement, mais ça vient réveiller une partie de moi qui se manifeste autrement. Mais tu sais, sur le miroir, moi, j'ai un phénomène très drôle dans mon entreprise. J'ai 100 salariés et une dizaine d'équipes différentes. Une équipe qui s'occupe d'un sujet A, une autre équipe qui s'occupe d'un sujet B. Je remarque qu'au sein des équipes, ce sont des clones. Mais je remarque des effets miroirs exceptionnels. L'équipe A, ils vont tous être bleus. Si tu prends des modèles de personnalité comme le disque ou Processcom, ils vont être très analytiques, très ordonnés, très calmes. Mon équipe, ils vont être extrêmement créatifs, chaotiques, fouillis, hypersensibles. Une autre équipe encore va être tournée vers l'action, l'ordre. Et ça signifie bien qu'à un moment, ils se sont recrutés eux-mêmes par effet miroir. C'est fantastique. Moi, c'est vrai que j'essaye de plus en plus d'être en conscience de ce qui se joue dans les rencontres que je peux faire ou dans les situations en me disant, bah tiens, finalement, je trouve un fil conducteur qui vient me dire à nouveau quelque chose. Et c'est vrai que, notamment dans l'entreprise, je trouve que l'entreprise, comme le couple, comme tu l'as dit, ou la famille, c'est vrai aussi dans les amis, mais il y a peut-être moins dans les amitiés, parfois moins de tiraillements qu'il peut y avoir parfois soit dans le couple, soit dans les boîtes, dans les entreprises, ou dans le travail en général, que ce soit des grosses ou des petites entreprises. Mais c'est vrai que je remarque à quel point notre imago, nos constellations systémiques et familiales, etc., viennent se rejouer. On en a parlé longuement pendant une émission, mais viennent se rejouer dans les liens entre les personnes.
avec le représentant qui peut être papa-maman, ou alors quelqu'un qui va rejouer une situation avec sa mère ou son père, et moi je vais rejouer, et moi je me vois dans mes relations d'entreprise avec certains de mes salariés. Par exemple, elles se reconnaîtront, il y a 3 femmes assez jeunes, très jeunes, qui travaillent pour Métamorphose. J'ai 3 filles chez moi. Je ne peux pas m'empêcher, et je leur ai dit déjà, de dire, il y a une forme de projection. Vous êtes mes 3 petites fées, comme j'ai 3 petites fées à la maison. Donc inconsciemment, parce que évidemment que quand je les ai recrutées, jamais je me suis dit je vais recruter des filles jeunes et qui vont me faire penser à mes filles. Tout ça, ce sont des mécanismes complètement inconscients qui nous sautonnent quand on finit pas, quand on les regarde, mais qui sont alors quand ça se passe très bien et quand c'est fluide, tout va bien. Mais quand il y a des zones de tension, c'est bien d'aller dire tiens, qu'est-ce que je rejoue, qu'est-ce que je peux rejouer inconsciemment avec de la relation avec mes filles, avec ces personnes-là par exemple. Donc moi j'adore parce que à partir du moment où on a ce prisme-là, on rentre dans cette espèce de grand terrain de jeu des relations systémiques. Et je dirais que presque tout est systémie. C'est-à-dire que même la personne que vous allez croiser dans la rue, dans un train, comme c'était ton cas, le boulanger, etc., la façon dont on va échanger avec chaque personne, avec plus ou moins de niveau d'importance évidemment, va raconter en effet miroir quand même, je trouve, quelque chose de notre histoire. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais, mettre le regard là-dessus permet de casser la vie par défaut, de casser la relation par défaut et d'éviter de répéter des schémas en permanence. Moi, ce que je trouve dur, et peut-être que Christian t'aura une clé pour nous là-dessus, c'est une fois que tu as mis le doigt dessus, est-ce que tu en parles à la personne ? Est-ce que tu en parles toujours ? Si par exemple, voilà, j'ai quelqu'un autour de moi et je me rends compte qu'avec cette personne, je rejoue la relation que j'ai avec ma mère, qu'elle me fait un effet miroir sur le type de relation que j'avais avec ma mère, est-ce que je dois le dire à cette personne ? Ou est-ce qu'en prendre confiance suffit parfois simplement à régler une partie du problème ? Alors, pour moi, c'est effectivement 2 choses différentes. C'est-à-dire que moi, j'en parlerai éventuellement seulement si c'est une personne avec qui j'ai une relation, je dirais régulière ou à construire encore, et que ça pourrait m'aider. Mais simplement, ça peut être effectivement prendre sa part de responsabilité en disant « Ah ben, quand tu as fait ci ou ça, je vois que c'est venu me toucher parce que je rejoue quelque chose qui était compliqué pour moi avec ma mère. Tu n'as rien à voir là-dedans, tu n'y es pour rien. C'est juste mon histoire à moi qui n'est pas réglée, qui se rejoue, et je suis... désolé si j'ai peut-être eu cette réaction-là, parce qu'encore une fois, ce n'est pas à voir avec toi, tu vois. Donc ça pourrait être pas dans la manière de justifier, mais de prendre sa part de responsabilité. Mais la plupart du temps, moi, j'utiliserais plus ça comme un propre baromètre intérieur. Je dis, ok, j'en suis encore là, j'ai à m'occuper de ça. Et ce qui est important aussi, je trouve, tiens, en rebondissant sur ce que tu viens de dire, c'est que on pourrait se dire, si on voit tout comme ça enlève quand même vachement la magie des relations, parce que ça veut dire que finalement on ne fait que rejouer nos histoires personnelles, papa, maman, allez hop, c'est reparti pour un tour. Moi je trouve qu'il y a les 2 mouvements, c'est-à-dire que et en même temps c'est enseignant et la systémie est intéressante à regarder, oui on vient quasiment toujours rejouer des choses, et en même temps il reste aussi de la magie. Parce que on est humain et que oui, même si on rejoue des choses, là l'histoire avec mes filles, toi l'histoire du train, etc., ou dans nos boîtes, malgré tout, il y a quand même des choses qui sont magiques, même si on est très en conscience parfois qu'on est en train de retomber dans un panneau, qu'on a déjà un manège qu'on a déjà vu tourner à un moment. Donc il faut pas non plus que ça devienne, parce que ça peut devenir enfermant de voir tout comme ça. Oui, mais au fond, comme tu le disais tout à l'heure, on est tellement en relation avec tout le monde en permanence. Je veux dire que si on s'occupe déjà de 1% de ce qui se passe, c'est déjà beaucoup. Exact. Tu vois, donc c'est pas l'idée de prendre une prise de tête, de tout analyser, puis de passer son temps à ça, on est bien d'accord. On incarne le mouvement extérieur de ma carte numéro 29, ce qui doit favoriser notre mouvement intérieur. Oui, je dois dire que cette carte qui s'appelle le corps spirituel, j'avais justement hésité à la mettre en me disant, est-ce qu'elle va être comprise ? Alors, dans cet oracle, il y a un petit carnet qui est avec des explications à côté. Mais c'est quelque chose de très important. Elle dit, je respire, danse et libère l'expression corporelle de mon essence primordiale. Et c'est vrai, quand on te voit, toi qui pratiques l'art du cirque, on voit vraiment qu'il y a quelque chose de ton essence
d'enfant, on pourrait même parler de l'enfant intérieur, peu importe, mais de ton essence de l'enfant joueur, de la créativité, de celui qui aime jouer, s'amuser, qui passe à travers le corps dans ce que tu fais. D'ailleurs, cet après-midi, on a marché et tu avais pris tes sangles et tu t'es amusé à essayer de trouver des endroits pour grimper, pour mettre les sangles. Et donc, c'est comment, à travers le corps, qu'on oublie et qu'on prend souvent comme un objet un peu mécaniste à notre service, un outil, un corps-outil, qu'on va soumettre presque comme un esclave parfois pour le rendre, pour le tordre à merci. Comment, au contraire, ce corps peut exprimer vraiment l'effluve, l'essence de qui nous sommes. C'est ça qu'elle dit, cette carte. C'est une très belle carte. Et magie du tirage. J'ai tiré donc la carte 29 et je l'ai annoncé. J'ai annoncé, c'est parce que c'est l'année où j'ai connu ma plus grande métamorphose, à 29 ans, il y a 6 ans. Cette métamorphose est passée par la reprise d'une activité sportive. J'ai eu 10 ans, de 19 à 29 ans, sans aucune activité sportive. Et à 29 ans, je re-rencontre Marie-Charlotte, qui était avec moi en école primaire, et qui me dit qu'elle est devenue prof de yoga. Et moi, je réponds, oh, le yoga, c'est pas pour moi, on s'endort. Elle m'a dit, tu devrais venir à mon cours dans quelques jours, je t'assure que tu vas pas t'endormir. Et j'arrive au cours, je me découvre un yoga vinyasa, enseigné par Marie-Charlotte, qui a fait l'Opéra de Paris, qui a une condition physique exceptionnelle. Et au bout de 5 minutes, j'étais au bout de ma vie. En fait, mon corps était en train de crier. Voilà ce qui se passe quand pendant 10 ans, tu m'as oublié. Et regarde, ressens, c'est à la fois très dur, mais c'est très bon. Donc je tombe sur cette carte en annonçant le 29. Donc encore une fois, si vous n'avez jamais utilisé un outil comme l'oracle, faites-vous ce cadeau de découvrir. Et en tout cas, c'est vrai que depuis cet âge de 29 ans, moi, je suis dans un chemin où chaque année, j'essaye de plus incarner ce que tu viens de décrire, cette conscience que je suis un corps et que ce corps va rester avec moi tout au long de ma vie. Mon entreprise, ce ne sera pas le cas. L'endroit où je vis, ce ne sera pas forcément le cas. Mes possessions matérielles, ce ne sera pas le cas. Même, alors, hier on a parlé de la mort, certaines relations, mes parents, je ne vais pas les connaître jusqu'à mon dernier souffle, normalement. Mais mon corps, lui, il va être là jusqu'au bout. Je vais l'habiter jusqu'au bout et donc je peux le ressentir, je peux l'explorer et on en a parlé pendant 1 heure, toi et moi, dans cet épisode sur les pratiques corporelles qui était assez infinissable d'ailleurs. Les pratiques corporelles sont incroyables. Il y en a tellement et elles peuvent tellement nous accompagner. Toi, oui, vas-y Anne, parce que on a comme fait des séances de yoga d'une bibliothèque de l'hôtel quand même aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Non, mais toi, c'est vrai que le corps est quelque chose de très important chez toi, j'ai l'impression. J'ai vraiment cette idée que le corps est le temple sacré. Ce que vient de dire Alexandre, ça me touche beaucoup parce que c'est exactement ça. C'est vraiment le véhicule, le carrosse. Je l'ai appelé d'ailleurs le carrosse dans un de mes oracles qui va nous accompagner toute notre vie. Donc, quelle conscience j'ai de la conscience qu'il y a finalement dans chacune de mes cellules. Il n'y a pas d'un côté mon esprit, ma spiritualité, et puis de l'autre un corps. En fait, tout ça infuse complètement à l'intérieur de nous par des mécanismes qu'on connaît encore très mal. C'est-à-dire, est-ce que finalement cette conscience qui aujourd'hui serait peut-être probablement non localisée, de la conscience humaine, comment est-ce qu'elle imprègne aussi toutes mes cellules, mon ADN, etc. Moi, c'est vraiment une question que je me pose régulièrement. Et quand je me mets à l'écoute profonde et intime de ce corps, comment finalement lui a les réponses que moi je n'ai pas avec ma tête. Parce que lui, il sait. Il connaît le chemin. D'ailleurs, on le voit quand on est dans des situations peut-être de survie ou un peu plus extrêmes, on se met en pilote automatique et le corps sait. Et ça, c'est un sens avec l'industrialisation, nos modes de vie occidentaux. On n'est plus à l'écoute finalement comme le sont les peuples premiers, qui sont encore
pour certains très instinctif. J'ai reçu dans cette émission Éric Julien qui me parlait des Indiens Kogi, qui écoutent les pierres qui parlent. Et c'est pas des trucs de perché, c'est simplement qu'ils ont une qualité, une finesse d'observation, ils ont encore toutes leurs antennes et leurs radars qui sont constitutives de notre état d'humain. Moi, je me souviens à la naissance de je sais plus de laquelle de mes filles, je crois que c'était la dernière, mais je crois que ça l'a fait pour toutes les trois, de voir cet enfant qui sent le lait et qui cherche automatiquement le sein et qui rampe presque pour revenir prendre la tétée. Enfin, on est en fait un corps conscient. Dans ce je suis est conscient et je suis est aussi le corps. Puisque tu parles des bébés, une excellente manière de se remettre en mouvement et de se reconnecter à son corps est d'observer un bébé ou un enfant se mouvoir par terre. La diversité de mouvements est absolument exceptionnelle. Ça se roule par terre, ça se torsionne, ça se met sur la tête, ça se met sur un pied. Un bébé, un enfant habite son corps bien plus que n'importe quel adulte. Et ça, moi, ça m'interroge, ça me fait réfléchir, ça me fait m'inquiéter sur l'absence d'exploration du corps à l'école, mais aussi à l'entreprise. Et ça me donne envie de regarder plus les bébés, de faire comme eux. Et pourtant, quand je te regarde, Alexandre, moi je suis aussi admiratif quand on se balade. On a des photos. Hein. Il fait des pirouettes à gauche, à droite. On voit ses jambes en l'air. Enfin, on a fait plein de photos. Tu as ce côté ludique, cette envie de t'amuser à tout moment, alors qu'on fait déjà de la marche, on est déjà dans l'utilisation du corps, mais tu as vraiment ce côté enfant, je trouve, dans le bon sens du terme, qui est très présent. Et j'adore ça. Et aujourd'hui, il y a eu 2 expériences, une qui était marquante grâce à toi. Effectivement, tu nous as proposé de nous aider à nous mettre, je ne sais plus comment t'appelais ça. Équilibre sur la tête. Équilibre sur la tête, voilà, la tête en bas, les jambes en l'air. Le headstand. Et tu nous as dit quelque chose, et j'ai vécu quelque chose de très fort, c'est de voir, en plus on était en face des montagnes et le ciel, avec la tête en bas, et j'ai vu quelque chose, mais c'était vraiment un truc de fou ce que j'ai vu. J'ai la peine à décrypter avec les mots, mais c'était comme une révélation de voir le monde avec la tête en bas. C'était très très fort et je te remercie pour cela. Et puis aussi Anne, à un moment donné, qui elle, dès qu'il y a de l'eau aussi, aime bien mettre les pieds dans l'eau et savait que j'ai un peu de résistance. Et heureusement qu'elle m'a proposé, et je l'ai fait. L'eau était très froide, c'est vrai, mais quel bien fou ça a fait, tu vois. Donc ça a permis de réveiller mon corps. Là, on n'a pas forcément l'habitude d'aller l'utiliser. Et je trouve que grâce à vous, en tout cas, vous m'ouvrez à l'envie d'utiliser le corps encore autrement, d'expérimenter autrement. Enfin, voilà, merci pour cela. D'ailleurs, avec Alexandre, on a partagé ensuite, quand tu n'étais pas là après cette marche, que après notre petit jeu de pied dans l'eau, et puis on a fait un petit rituel autour de l'eau, très simple. On avait, quand on était dans la forêt, ensuite, on a eu une autre qualité de présence et d'ouverture qu'on a ressentie. À nouveau, il y a un autre espace qui s'est ouvert. En tout cas, je ne sais pas si toi, c'était le cas. Mais on a partagé qu'on avait vraiment ressenti justement quelque chose un autre état plus spirituel qui est arrivé dans notre connexion, dans la nature à ce moment-là, de manière très puissante. Quand on parle du corps spirituel, je parle évidemment de notre corporalité, mais aussi de tout ce qui nous semble matériel, c'est-à-dire à première vue, la nature, on va se dire c'est matériel, on peut toucher. Et ça nous rappelle que tout ça, tout est vibration, que nous sommes la vibration, nous sommes la symphonie. Voilà, donc en fait on vibre ou pas avec tous ces éléments. C'est tellement beau, j'ai à peine à rajouter quelque chose. Ne te moque pas de moi. Moi, je vous partage en tout cas quelqu'un dont j'ai beaucoup suivi le travail qui s'appelle Ido Portal, qui est un spécialiste du mouvement israélien qui s'est mis en quête d'explorer toutes les formes d'expression corporelle. Et donc il est allé rencontrer les plus grands maîtres yogis, puis les plus grands maîtres d'arts martiaux, puis les plus grands maîtres gymnastes. Et il en a tiré une théorie du mouvement
dont j'ai donné un peu la conclusion tout à l'heure, consiste à surtout regarder les bébés. Mais par exemple, puisqu'on utilise tes cartes, Anne, ce qui a rendu Ido Portal mondialement célèbre, c'est son entraînement du champion Erwan McGregor, qui est un lutteur. Il fait, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, son type de lutte. C'est pas de la boxe, c'est le truc qui se fait dans un ring fermé. Et Erwan McGregor, donc qui était déjà champion du monde, a été totalement surpris par cet entraînement où Ido a pris un jeu de cartes et lui envoyait les cartes sur la tête. Il disait rattrape-les. Vous voyez, vous imaginez une carte, ça vole, ça flotte. Enfin, c'est un peu. Si par exemple j'essayais là de prendre une carte et de l'envoyer à Anne, je pourrais pas la viser. Et donc, il a montré à Erwan McGregor comment se connecter à toutes ces vibrations, toutes ces énergies qui partent dans tous les sens et avoir des réflexes complètement instinctifs et se rendre compte qu'en fait, il pouvait, sans même le voir, sans activer la vision, sentir où était la carte. Et donc, il y a des vidéos très, très drôles aussi sur Internet où on voit cette forme de rapport au corps et au mouvement de Ido Portal. Pour peut-être conclure sur cette carte, moi j'ai été très inspirée par Gerda Boysen, donc je vous ai déjà peut-être parlé, j'ai reçu Marc Bramy sur la psychologie biodynamique, qui a inventé ce courant de la psychologie biodynamique, donc Gerda Boysen dans les pays nordiques, et qui disait le corps je crois que c'est sa fille qui disait ça, la fille de Gerda, qui disait le corps a un esprit bien à lui. Et j'aime bien cette idée en fait aussi, de vraiment se mettre à notre propre écoute comme ça, intime, du sentir, parce que c'est ça dont on est en train de parler. C'est tout mon être sensible, vibrant dans mes cellules, comment je peux me mettre en intimité de ce ressentir Bien avec sûr. lui et passer vraiment de cet état mental à cet état de corporel. Alors, moi, je l'ai appelé le corps spirituel parce que je fais évidemment le lien avec le divin, mais qu'on soit finalement en lien ou pas avec un sentiment du divin, si on a ce flot et ce sentiment d'immensité à l'intérieur de soi, qu'on soit croyant ou non, peu importe nos croyances, Oui. on est emporté par quelque chose qui nous dépasse. Ça me parle tellement, le souffle. Oui, et puis comme tu dis, au-delà de croyances religieuses ou autres, ce corps, ce merveilleux véhicule terrestre, nous donne tellement de messages aussi. Nous donne tellement de messages à travers les désalignements, les maladies, les choses comme ça, qui sont encore des messages. Et dès le moment où on peut voir, parce que souvent on a tendance à voir ces problématiques comme quelque chose d'extérieur à moi, tu vois, d'un regard extérieur, alors que c'est complètement en moi et à l'intérieur. Et c'est aussi une forme de message divin, j'ai envie de dire, d'invitation à réalignement aussi. Oui, complètement. Est-ce que vous voulez qu'on passe à la carte suivante ? Donc c'était la mienne, mais j'aimerais bien vous faire réagir dessus, puisque là je viens de réagir sur les vôtres. C'était la carte 28, le féminin et le masculin, au rythme des saisons. J'alchimise les polarités masculines et féminines. Alors c'est sûr que c'est vraiment d'actualité de parler de l'alchimie du féminin-masculin. J'avais envie de savoir comment est-ce que vous le vivez, vous, à l'intérieur, Christian ? Oui, alors bon, où j'aurais plus de peine à répondre, c'est par rapport à la notion de saison, où j'ai pas réfléchi s'il y a des saisons qui sont plus en lien avec le féminin que le masculin, même que je peux imaginer comme ça, mais au-delà de ça, pour moi, ça a été quand même dans ma vie un chemin d'accueillir le masculin en moi. Pour être né, c'est une incarnation d'homme, de garçon en l'occurrence, de petit garçon, mais pendant longtemps, j'ai rejeté cette part masculine en moi, en tout cas à travers l'image que je me faisais de l'homme, qui était une image très négative, vraiment sur les côtés un peu violents, tu vois, abuseurs et autres. Et pourtant, Dieu sait si je n'ai pas d'exemple concret, c'était pas du tout l'exemple de mon père, hein, mais c'est comme ça que je portais. Je ne sais pas d'où je portais cette histoire-là. Donc j'avais fait d'ailleurs grâce à Vincent Roubat, connu sur Métamorphose aussi, j'avais fait un processus qui s'appelle les Nouveaux Guerriers, MKP, qui est vraiment l'idée d'aller se reconnecter à sa puissance d'homme, mais pas la puissance dans le sens de la force, hein, tout en gardant toute sa sensibilité, donc la force de l'homme, et ça avait été très révélateur, en tout cas pour moi, à quel point c'était quelque chose de compliqué, et je serais un menteur de dire qu'aujourd'hui c'est complètement réaligné, équilibré.
parce que je pense effectivement que j'avais assez grande facilité à entrer dans la polarité féminine, et d'ailleurs dans des discussions plus intimes avec toutes sortes de femmes et amis m'était relativement simple. En plus, je suis dans un métier où il y a beaucoup de femmes et peu d'hommes également, et voilà, pour moi ça reste un chemin. Ça reste un chemin. Je peux voir qu'il y a vraiment un bout qui a été parcouru, mais ça reste un chemin avec ses points d'interrogation de là où j'en suis, et encore ce que je n'ai encore pas découvert. C'est intéressant parce que tu vois, quand je parle aussi des saisons dans cette carte, c'est parce que j'ai remarqué que, par exemple, si on est au printemps, bon là on n'est pas dans cette saison-là, mais admettons qu'on soit au printemps et qu'on puisse avoir une énergie, c'est la sève qui monte, hein, donc on sent qu'il y a vraiment une sorte de feu qui revient par rapport à l'énergie de l'hiver, où on est plus en cocooning chez soi, un peu plus tranquille, plus paisible. Alors qu'au printemps, il y a quand même le guerrier, la guerrière qui se réveille en nous. Et c'est vrai que si on ne conscientise pas comment ça s'alchimise aussi à l'intérieur de nous, on peut parfois se dire pendant l'hiver, bah tiens, je suis complètement mou, je suis dans une énergie complètement molle, ça va plus, et lutter contre un cycle de la nature, au lieu de se dire, ok, c'est le temps du combat, entre guillemets, hein, pas du combat archétypal, n'est pas le bon moment. Là, je suis dans un temps de repli sur moi, de préparation d'autre chose, et ensuite, il y a la sève qui va revenir. Mais c'est bien des problèmes de beaucoup d'êtres humains que je rencontre, mais ça me parle aussi de moi, c'est la croyance qu'on doit être au top tout le temps, quoi, tout du long, quoi. C'est ça, une sorte de... Et là, on en a déjà parlé pendant ces 2 jours, l'idée qu'on peut commencer à faire les choses en force, plutôt que d'être à l'écoute. Et toi, Alexandre ? Moi, j'ai constaté un nombre incalculable de fois dans ma vie professionnelle que le rapport masculin-féminin, il avait encore besoin de beaucoup de guérison. Je pense qu'on part de très loin en tant que société. Ou en tout cas, peut-être qu'il y a très longtemps, on était dans une harmonie, mais qu'on l'a perdue pendant pas mal de siècles et qu'on en garde encore les traces aujourd'hui. Et que ça va en s'améliorant très fortement. Mais pour vous donner une illustration, donc moi j'ai créé une entreprise il y a 12 ans et il y a quelques années, j'ai décidé de m'associer avec une femme, Anaïs, qui est devenue directrice générale. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous partageons la présidence de l'entreprise. Et il y a eu un nombre incalculable de fois où on s'est retrouvés dans des situations où nous arrivions tous les deux face à quelqu'un et on ne me regardait que moi parce que notre interlocuteur ne pouvait pas imaginer qu'une femme ait des responsabilités dans une entreprise de cette taille. Ça n'arrive pas à chaque fois, mais c'est arrivé un certain nombre de fois. Et par contre, et donc ça c'est déjà un constat. Et après, ce que j'ai trouvé beaucoup plus intéressant, c'est qu'au fur et à mesure de cette association, plus Anaïs prenait des responsabilités, plus ça m'autorisait à exprimer ma part de féminin. Et aujourd'hui, on n'arrête pas de me dire « mais t'es quand même sacrément féminin, Alexandre ». Et je pense, je ne vais pas parler pour elle, mais je pense que, en effet miroir, ça lui a permis d'exprimer sa part de masculin. Sa part yang, ouais. Beaucoup plus fortement. Et ça, j'en tire comme conclusion que dans chaque relation avec le sexe opposé, il y a l'opportunité de guérir cette alchimie masculin-féminin. Sachant que dans chaque polarité, elles peuvent être vues, ces polarités, comme des opposés ou des complémentaires. Effectivement, parce que le féminin, moi j'ai par exemple, puisqu'on parle d'alchimie féminin-masculin aussi à l'intérieur de soi, en effet miroir avec l'autre, mais aussi à l'intérieur de soi, parfois j'ai vu des polarités de yin à l'intérieur de moi qui étaient en lutte. Donc c'était des polarités féminines qui étaient en lutte dans une forme de dichotomie de yin et yang au sein d'une polarité féminine. Donc ça fait de multiples couples qui peuvent être des choses qui sont vues dans les archétypes comme la Vierge et la Putain, par exemple. Oui. Si on prend ces archétypes-là,
qui pourrait être vu comme finalement la putain, une forme d'archétype féminin yang, et la Vierge, un archétype féminin très yin, par exemple. Donc c'est ça qui est les couples intérieurs et les polarités, les complémentaires, pas forcément les opposés. C'est presque parfois sans fin d'aller regarder en fait toutes ces alchimies qui s'opposent parfois ou qui cherchent en disant et qui ont un rapport avec nos voix intérieures et aussi avec nos masques en disant qu'est-ce que finalement qu'est-ce qui se joue à ce moment-là de moi. Et quel masque va m'aider aujourd'hui dans ma vie face au défi qui est devant moi? Quel masque je peux aller chercher? Quel est le moment où je dois aller chercher ma part de masculin? Quel est le moment où je dois aller chercher ma part de féminin? Et puis de les réconcilier, parce que parfois elles cherchent simplement à avoir raison l'une par rapport à l'autre. En disant, tiens, c'est celle-là qui doit gagner. Parce que par exemple, l'archétype de la Vierge serait mieux vu dans la société. Donc qui doit absolument être la bonne personne, qui doit être ce masque, cette alchimie-là. Alors qu'en réalité, tout est une question de réconciliation. Et de les réconcilier ces parts à l'intérieur. Ce qui n'est pas facile, parce qu'il faut d'abord les voir, les conscientiser, et puis ensuite les embrasser dans une forme d'unité. Ouais, en t'écoutant, moi, je me rends compte à quel point j'ai grandi dans une famille où ma mère incarnait plus l'énergie masculine et mon père incarnait beaucoup plus l'énergie féminine. Oui, moi aussi, autant chez mes parents, mais même dans mon propre couple. Mon épouse était beaucoup plus yang que moi et on a vraiment eu à faire chacun sa part de chemin parce que c'était compliqué aussi. Et moi, j'avais le côté yin, donc c'est quelque chose qui n'était pas équilibré réellement chez nous. Donc on a répliqué en quelque sorte le modèle qu'on avait, je crois, de chaque côté aussi. Et quel outil vous a été le plus utile ? J'aurais de la peine à te répondre comme ça. Déjà d'en prendre conscience, c'est déjà important. Mais je crois que c'est un chemin, c'est pas un outil qui fait que en un claquement de doigts, tout à coup tu changes une manière de faire, de fonctionner que tu as eu pendant si longtemps, quoi. Et encore une fois, je suis pas sûr que le chemin, je suis même sûr que le chemin n'est pas terminé. Et c'est vrai que ce sujet du masculin-féminin, il nous habite pendant toute une vie. Dans notre couple, dans nos relations professionnelles, dans nos relations amicales. Il reste toujours en mouvement. Et puis l'idée, c'est pas de juger, puis parfois on a envie de s'en occuper, puis parfois on n'a pas envie. On se dit, ok, c'est comme ça, et puis pour l'instant, ça va, quoi. Est-ce que vous voulez qu'on passe aux 3 dernières cartes, qui sont les cartes qui sont plutôt autour des blessures, qui est le 4e thème de cet oracle? Allez, on finit dans la joie. Avec les blessures, c'est sympa. Non, mais derrière chaque blessure cachée, il y a vraiment un trésor à aller découvrir, parce que c'est ça l'idée. Donc toi, Christian, sur les blessures, tu avais tiré quelle carte? 39. Oui. Donc c'était vraiment la tristesse. En moi sommeille une odyssée de larmes à consoler. Ouais, quand j'ai entendu ça, ça m'a interpellé parce que je partage souvent qu'il y a au fond de moi une partie profondément désespérée de ce que je perçois du monde, de la violence, je ne vais pas faire toute la panoplie de tout ce qu'on peut voir et qui sont quelque part dramatiques, et je pense particulièrement aux enfants également, et qu'il y a cette partie de moi qui est vraiment profondément désespérée, et heureusement, c'est qu'une partie de moi et c'est pas tout moi, et bien heureusement, et simplement comme j'ai la chance d'être dans une activité où je suis en permanence avec des personnes qui sont en chemin, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie d'amener le meilleur d'eux-mêmes, qui ont envie de participer à transformer les choses dans le monde, en tous les cas. Régulièrement, je leur dis, mais quel bonheur de vous avoir sur mon chemin de vie, parce que c'est comme si ça contrebalançait cette partie désespérée, et que ça me fait un bien fou, quoi. Je pourrais pas, moi, si j'animais les journaux de 20 heures, je me serais donné le tour depuis longtemps avec cette partie qui existe déjà en moi, sans même mettre l'accent sur tout ce qui va mal, tu vois. Donc il y a vraiment ces deux parties-là. Donc c'est pour ça que ça m'a beaucoup parlé, cette carte. Et puis à table, tu nous partageais, sans forcément raconter toute l'histoire qui est assez intime, mais tu as vécu une expérience très forte où quand tu as été banquier pendant plus de 20 ans, dans une grande banque suisse, et quand tu as décidé de changer de métier, tu es tombé sur une formation qui t'a beaucoup parlé, où tu as eu des sortes de révélations. Et là, pendant plusieurs jours d'affilée, c'est les larmes
C'est vraiment comme s'il y avait quelque chose qui quittait, quoi. Oui, c'était donc cette formation avec Marshall Rosenberg, le créateur de la communication violente, et c'est vrai que ça durait 7 jours, et comme je vous le disais, j'ai l'impression d'avoir pleuré autant, voire plus en 7 jours que les 46 premières années de ma vie, mais c'était des larmes qui étaient douces, si tu veux, hein. C'était pas d'apitoiement, parce que c'est vraiment ça la différence entre les larmes qui libèrent et les larmes d'apitoiement, où on est dans le pauvre de moi. Ces larmes ne nous font aucun bien, alors que ces larmes qui libèrent, il y a une sorte de douceur derrière, et qu'est-ce que c'est beau, quoi. C'est la consolation, c'est ce que dit aussi cette carte. Ok. Cette tristesse à consoler. Ouais. Je trouve ça très très beau ton partage sur ton métier de coach qui te permet de reconnecter en permanence à la joie, à l'espoir, à la transformation, à la métamorphose. Et sans me lancer dans ma classique attaque des médias traditionnels, mais on entend très souvent, trop souvent dans certains de ces médias, des témoignages sur les profs qui n'en peuvent plus, les infirmiers, les docteurs qui n'en peuvent plus, et je ne nie absolument pas la réalité qui peut exister dans les métiers de l'humain, mais pour être moi-même formateur depuis plus de 12 ans, et n'avoir eu d'ailleurs comme activité professionnelle que une activité d'enseignement, de formation, de coaching dans plein de cadres différents, que ce soit le cadre de Live Mentor, que ce soit en étant prof bénévole dans des associations pour lycéens déscolarisés. J'ai pu constater comme toi que cette activité me redonnait constamment de l'espoir, de l'énergie, et je connais un nombre incalculable de médecins, de docteurs, de thérapeutes, d'infirmiers, de coachs, de professeurs, de personnes qui sont dans des métiers de l'humain, qui ont aussi cette énergie très haute et magnifique. Et dans cette période, on en parlait avec Anne, de révolution technologique, où on voit bien que l'intelligence artificielle est en train de complètement bouleverser la qualité et la quantité de nos métiers. Bah moi, je fais l'espoir qu'on pourra se tourner de plus en plus vers les métiers de l'humain, que l'intelligence artificielle va moins vite remplacer que des opérations comptables. Qu'est-ce qui te rend triste, toi, justement, par rapport à cette carte sur la tristesse Alors, ça fait le pont avec une autre carte qui a été tirée, Anne, je crois que c'était la mienne juste après, la carte des regrets. Moi, Qui était la mienne, ouais, la carte des regrets. C'était la tienne, pardon. Toi, tu avais la numéro combien déjà ? 35. Alors, effectivement, la 35, c'était les regrets, non, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'était pardon. les regrets. Ouais. Moi- C'était la tienne alors. Ah oui, c'était Oui. la tienne. Alors, moi, c'était le rejet, pardon. Je confonds regret et rejet maintenant. Mais Excusez-moi. attends, tu vas voir, Le pont que tu on fais. est assez proches. Dès que tu as dit regret, moi j'ai pensé à des relations qui n'existent plus dans ma vie. Ça m'est arrivé assez peu souvent, ça se compte sur les doigts d'une main, d'avoir des vrais conflits relationnels et de ne pas réussir à les résoudre. Et j'en ai encore le regret aujourd'hui. Et ça me crée beaucoup de tristesse. J'aime tellement être en relation avec l'autre que quand cette relation n'existe plus, elle est rompue, elle est brisée, il y a une part de tristesse qui peut être dure à maîtriser. Et Anne, c'est un sujet sur lequel on a souvent échangé ensemble. Donc, je suis content de savoir que je ne suis pas le seul. Pour finir sur la tristesse, c'est vrai qu'en vous écoutant, je me rends compte que j'ai des vagues comme ça aussi, parfois de tristesse, et que je les accueille pas assez. En fait, je pense que je fuis d'une certaine manière la douleur de la tristesse. Et donc, à travers ce partage, c'est vrai que je me dis parfois de plonger dans sa tristesse à travers justement les larmes. J'ai du mal à pleurer, à me laisser aller à pleurer. Et parfois, c'est bon, en fait, c'est consolant. Cette odyssée de larmes là qui peut couler, comme toi tu disais, c'était des larmes aussi d'abondance d'une certaine manière, parce que les larmes et la tristesse, tout ça, ça vient réparer quelque chose. C'est très dur de trouver les contextes, les états, les situations qui permettent de s'abandonner à la tristesse, de s'abandonner aux larmes. Sur les regrets,
La carte dit corps et âme, je m'enracine dans l'élan du vivant. Et ça fait écho avec l'émission que j'ai faite avec Charles Pépin, le philosophe, sur le passé. Comment, en fait, notre passé est toujours à l'intérieur de nous. Nous sommes une espèce de panthéon de notre passé. C'est-à-dire que il prenait l'analogie chez les personnes qui sont atteintes de maladies liées à la mémoire, comme Alzheimer par exemple. Les gens ne les reconnaissent plus parce que même si une partie de leur essence est là, une partie de ce qui les constituait, et donc de leur mémoire, la mémoire du passé, de leurs blessures, de leurs traumas, de leurs joies, leurs peines, n'est plus forcément présent dans leur esprit. Même si j'imagine bien à quel point le corps en garde une empreinte émotionnelle, etc. Et donc dans les regrets, tu l'as bien exprimé, ils sont en fait encore vivants en toi, en nous, nos regrets. Comment ils peuvent être un point d'appui? Je m'interroge en vous disant ça, en lisant la carte. Comment est-ce que je peux m'enraciner dedans pour qu'ils soient un élan de quelque chose de vivant en fait en nous pour l'avenir? C'est vraiment ça. Et en t'écoutant, je repense au Sauveur. Et je réalise que souvent, ma réaction primaire face au regret, c'est « Ok, il faut que j'essaye de sauver cette situation passée. Il faut que j'essaye de rétablir. » Et en fait, je crois qu'en t'écoutant, je comprends que ce n'est pas la seule manière de vivre avec son regret que d'essayer de le réparer. Si par exemple, il y a une relation qui est brisée, tu regrettes d'avoir dit quelque chose, tu regrettes d'avoir fait quelque chose, tu regrettes d'avoir qu'il y ait eu incompréhension, peut-être que la manière de vivre avec le regret, elle est tout autre que je vais appeler cette personne et on va absolument essayer de se réconcilier, de s'entendre. Je connaissais quelqu'un qui avait l'habitude, quand il s'était engueulé avec une personne à mort, genre plus de relation, il lui écrivait une lettre chaque année. Et au bout de 5 ans, il m'a dit « Ok, j'ai compris. Je n'ai jamais eu de réponse et j'ai compris que cette lettre, à un moment, me faisait plus de mal qu'elle ne me faisait de bien. Et elle me faisait agrandir le regret, il creusait le pli, quoi. Creusait. En fait, il y a d'autres chemins. Oui, moi, ce qui me vient, il y a 2 choses qui me viennent quand j'entends cette carte. La première, c'est aussi en lien avec les décès. Là, j'ai eu quelques décès, là, c'est comme pas sur 12-13 ans, mais mon meilleur ami, mon frère aussi. Bon, mon père, il y a 18 mois, mon beau-père, il y a 2 mois. Et c'est toujours la même chose dans les décès. Est-ce qu'il y a des regrets de ce qui n'a pas été dit, de ce qui n'a pas été réglé? Et j'ai la chance que dans ces décès, en tout cas principalement, je pense à mon meilleur ami, à mon frère et à mon père, où vraiment les choses sont, même si mon frère c'était brutal, je dirais, mais brusque dans le sens personne ne l'a vu venir, lui non plus, qu'il n'y ait pas de regret d'amour qui n'a pas été nommé, que tu vois, dans ce sens-là. Et je trouve, par rapport à cette carte-là, c'est que justement, s'il y a un regret de quelque chose qu'on n'aurait pas fait, dans le cas d'un décès, par exemple, ou d'une situation on n'a pas fait notre part, peut-être, puis que ça s'est mal tourné, qu'on va justement pouvoir, l'ancrage, ça sera de dire, je ne veux plus jamais vivre ça. Et parce que je ne veux plus jamais vivre ça, dorénavant, soit je vais dire aux gens que j'aime, que je les aime, soit éventuellement, dorénavant, si quelque chose ne me convient pas ou va pas, ou il y a de la friction, je vais m'en occuper parce que je n'ai plus envie de vivre ça. Et c'est là, je pense, où il y a la force du regret, c'est dire je ne veux plus souffrir comme ça ou avoir justement ce regret de ne pas avoir fait ma part. Dans l'émission que j'ai faite avec Alexandre Jardin sur son dernier livre, Frères, il explique ça de manière très très belle aussi, comme toi, en disant qu'il avait, que finalement, est-ce qu'il aurait pu sauver ce frère qui est mort et qui s'est donné la mort et puis il dit, j'ai pas été vraiment là comme j'aurais pu l'être. Enfin, il le dit avec ses mots, je veux certainement pas projeter son histoire. Et moi, ça fait écho avec une histoire d'un ami décédé récemment aussi. C'est toujours ce regret de dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour sauver l'autre, voilà, qu'il soit mort ou qu'on l'ait blessé. Et je trouve ça vraiment important de dire. Et moi, je revisite en ce moment, lié à la mort de cet ami, des situations où je me suis fâchée avec assez peu de personnes, mais quelques-unes, comme toi, tu disais, Alexandre, où j'ai des regrets. Et du coup, je me dis, je ne veux pas les revivre, comme tu viens de dire, Christian, je n'ai plus envie de réagir de la même manière, donc je ne le ferai plus.
Et je pense que c'est ça qui est bien, c'est qu'on prend d'un seul coup la responsabilité. Ça nous permet aussi, non pas de se défausser d'une forme de culpabilité, parce que peut-être ça sera toujours là, mais au moins on reprend une espèce de responsabilité par rapport à une situation future qui pourrait à nouveau rejaillir. Oui, et puis c'est intéressant parce qu'en vous écoutant, ça fait plein de miroirs De boucles, aussi, oui. de boucles exactement. Moi aussi, quelques situations, c'était plus professionnel où les choses ont capoté et puis d'un coup, on n'a jamais pu boucler le truc, tu vois. D'un coup, les personnes ont disparu de la circulation, j'ai essayé de relancer, il se passait rien et j'aurais tellement voulu aimer qu'on puisse parler de ce qui s'est passé, de ce qu'on avait à apprendre et puis ok, on passe chacun à autre chose. Et le fait que ça se passe pas, le mot regret est peut-être un peu fort, parce que j'ai passé autre chose en même temps, mais si je repense à ça, il y a comme une pointe de tristesse, je me dis, on aurait pu faire mieux quand même si je pense avoir fait en tout cas une bonne partie de ma part. Peut-être pas complètement, mais voilà. Et c'est là que la porte de l'invisible est une porte à ouvrir. Moi, ça m'a énormément ces dernières années d'entendre par exemple des récits de constellation familiale, et c'est ce que tu nous avais raconté. D'ailleurs, c'est un de tes récits, tu nous l'avais partagé lors de la dernière conversation du Scarabée avec toi, où tu expliquais à quel point c'était fou en constellation familiale. Donc on rappelle, c'est une thérapie où plusieurs personnes se retrouvent sans se connaître, ni d'Ève ni d'Adam, et une apporte une problématique, et les autres participants vont participer à un jeu, une mise en scène, et tu racontais comment parfois, rien qu'avec le travail fait lors de la constellation, la situation extérieure pouvait se débloquer et il pouvait y avoir un impact sur une personne située à des centaines, des milliers de kilomètres de là. Et là, ça semble évidemment super perché quand on le dit, mais en fait, on a un nombre incalculable de témoignages similaires chez plein de personnes qui sont croyantes, qui via des rituels, via des prières, et non via on se remet autour de la table ensemble pour parler, réussissent à résoudre un conflit, une accroche. Je vous propose qu'on passe sur la dernière carte, qui est celle du rejet. C'était la tienne. Hein. Qui était la mienne. Tu vois, j'ai confondu avec l'autre. Je la rejetais, cette carte. Je ne la voulais pas. J'étais en plein rejet. Plongée en soi, dans la rencontre intime avec l'enfant intérieur. Moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs conscients du rejet. Et pourtant, j'ai quand même ce sentiment profond intérieur, parfois, de ne pas être à la hauteur, d'avoir une forme de syndrome de l'imposteur. Donc ça fait vraiment très écho avec cette carte, avec le rejet. À quel moment j'ai pu me sentir rejetée ? Dans mon nouveau livre à venir, c'est vrai que je le partage. J'étais un enfant je suis un bébé qui est arrivé au monde sans avoir été prévu à ce moment-là. C'est-à-dire que mes parents étaient en couple, ils n'étaient pas mariés, donc le projet de bébé est arrivé beaucoup trop vite. Donc certainement, dans mon histoire in utero et intra-utérine, à ce moment-là, dans ma vie, vraiment dès le début, le premier mouvement des parents, quand ils apprennent qu'ils attendent un enfant et qui n'est pas désiré, même s'il est désiré dans leur amour, mais qui n'est pas désiré dans leur projet de vie à ce moment-là, c'est quoi ? C'est de rejeter la situation, c'est de rejeter cet enfant. Donc forcément, à l'instant même où je m'incarne, le rejet est présent très rapidement derrière, puisque ma mère a dû savoir 2-3 mois qu'elle était enceinte. Donc c'est pas vraiment au moment de l'incarnation cellulaire, mais très peu de temps après, il y a quand même une situation de rejet qui est vécue. Donc ça me parle beaucoup, cette rencontre intime avec l'enfant intérieur. Comment, en fait, moi, je peux me réadopter quelque part, moi-même, me reparenter, on parle beaucoup de reparenting, par exemple, me reparenter pour vraiment accueillir cette incarnation qui est la mienne aujourd'hui. Donc, en fait, ça me parle, même si j'ai pas de souvenir conscient du rejet enfant. Ouais. Alors bon, moi, le rejet est une blessure qui me parle beaucoup. En tout cas, c'est celle, j'ai eu la perception de vivre et moi, si je suis aussi non désiré, c'est pas au niveau de la conception, c'est au niveau du sexe. Mes 2 parents attendaient et espéraient une fille. Donc voilà, je suis né en garçon, donc je pense que ce premier mouvement également était une forme de déception avec ce que ça peut contenir derrière.
Mais même si j'ai pas non plus de souvenirs très précis, mais je voyais à quel point je vivais des choses comme du rejet, parce que ce sont, encore une fois le film qu'on se fait sur une situation, hein, parce que les fois auxquelles je pense, à aucun moment je pense que les personnes ont voulu me rejeter, mais moi je l'ai vécu comme ça. Et c'est vrai que c'était amusant, mais ça me paraît presque naïf de ma part, mais je vais le dire quand même, c'est en t'écoutant que je dis, mais c'est une évidence que le rejet, c'est de nous à nous que ça se passe en permanence. Et j'avais jamais fait ce lien avant. C'est ça qui est fou, ça me paraît fou. Je me dis, mais c'est tellement évident que je rejette des parts de moi, j'arrête pas de parler de ça. Parler de l'enfant non désiré est une des grosses choses que je traite dans mes ateliers sur la relation à l'argent, quand même, c'est intéressant de le savoir aussi. Ouais. Et Quand je disais au début qu'on fait le lien avec plein de sujets. Ça va pas de soi, effectivement. Mais effectivement, on est dans le rejet de soi-même à travers, en étant dur avec soi-même, on n'est pas assez ci, on n'est pas assez ça. Enfin, on n'est pas dans de l'accueil inconditionnel, bienveillant et plein d'amour dans ces moments-là, quoi. Oui, mais c'est bien de refaire le lien comme ça. Comment tu le fais justement dans le lien avec la relation à l'argent ? Mais si tu veux, peut-être juste pour donner un tout petit peu d'éclairage, le fait qu'on n'ait pas été désiré dans le sens et désirer, ne pas désirer, ne pas dire ne pas avoir été aimé, hein, c'est très important de mettre deux choses séparées. On le sait cellulairement, en fait, on le sait, et on va comme avoir en soi un truc qui est, puis je ne suis pas désiré, je ne mérite pas la vie, et je vais devoir en faire beaucoup pour montrer que je mérite cette vie-là. Tu vois, comme ça, on devait prouver quelque chose. Alors non seulement vis-à-vis potentiellement des parents, mais surtout, je vois que ces personnes ont beaucoup de facilité à donner. En plus, on est des sauveurs, hein, donner de son temps, de son énergie, même des fois donner au niveau de la vie intime. Ça peut être donner de l'argent, c'était pas trop mon cas, puis j'avais beaucoup de peur de manquer, je retenais plutôt mon argent, mais surtout ont beaucoup de peine à recevoir. Tu vois, on va pas tellement demander du soutien, on a la peine à recevoir le soutien, on pense qu'on doit se débrouiller seul, encore une fois, et que ce soit donné, encore une fois, recevoir au niveau de la vie intime, du soutien, toutes sortes de formes, et même de l'argent, c'est difficile. Donc un canal du donner bien débouché, un canal du recevoir bien bouché, en fait. Oui, puis ça fait écho à la discussion qu'on avait hors antenne à table, où tu disais que Marshall Rosenberg, il vous a vraiment appris ça, ask, demander. Oui, absolument. De l'aide. Ouais. Et vraiment, moi, ça a été une de mes grandes forces depuis 5 à 10 ans. C'est énormément de demandes qui m'ont permis d'avoir l'ouverture à des personnes qui m'inspiraient et tout, plutôt que d'attendre que peut-être ces gens un jour viennent à moi, tu vois, avec timidité, en disant je ne vaux rien, je suis pas important, pourquoi ? Voilà, donc ça, c'est vrai que cette demande, pour moi, est quelque chose de très puissant. Et toi, le rejet, Alexandre ? Quand j'entends rejet, je pense beaucoup au regard des autres. Et en ce moment, un sujet qui me questionne énormément, c'est l'explosion de la comparaison de par les réseaux sociaux, qui crée une connexion, parfois réelle, parfois complètement artificielle. Et quand la connexion est artificielle, elle peut se traduire par une peur du regard des autres qui est énorme et par un sentiment de rejet qui explose. Et j'ai l'impression qu'on a tellement ces deux mouvements à l'œuvre aujourd'hui sur la planète. D'un côté, une explosion des connexions digitales, artificielles, pauvres, et de l'autre côté, l'époque des 500, 700, 1000 amis Facebook qu'on a tous, mais en fait, on les connaît. T'en as combien des amis Facebook, toi, Christian ? J'ai 2 pages, j'ai une page pro avec un certain nombre de milliers, et puis ma page perso qui a 600-700, je ne sais pas, 800. Quelques milliers, 4000, 3-4000 sur la page perso. Moi, pareil, mais qui on connaît vraiment sur ces 4000 personnes ? Et je trouve que ça dit tellement une part du problème qu'il y a aujourd'hui de regarder ses amis Facebook et de voir des personnes, on ne sait même pas qui c'est, mais on est en amis. Et à l'inverse, il y a une autre force visible dans les cercles de parole, visible dans la popularité croissante des stages de développement personnel, visible dans les retraites, visible dans les écolieux, visible, tout à l'heure il faut absolument que tu parles, Anne, de ce que tu m'as fait découvrir aujourd'hui, les begins. Ah oui, le béguinage. Le micro est pour toi là-dessus, parce que c'est vraiment des exemples d'endroits où il y a une connexion profonde, totale, où le rejet disparaît. Oui, l'idée d'inclusion. Exactement. Une inclusion qui est exceptionnelle. Voilà, il y a deux forces à l'œuvre, et je suis sûr que la deuxième va l'emporter. Est-ce que tu peux nous partager devant tout le monde cette initiative Mais le béguinage solidaire, c'est Marie de Henzel qui en a très bien parlé dans une émission récemment,
puisqu'elle a écrit ce livre avec Tristan Robet, qu'elle a rencontré. Elle a eu un véritable coup de cœur pour justement ce projet associatif de béguinage solidaire, où ces personnes âgées se retrouvent autour d'un projet commun, associatif, d'une vingtaine de personnes qui vont de 60 à 90 ans, par exemple, et qui décident d'apprendre à se connaître pour ensuite vieillir ensemble, dans un esprit communautaire, avec, ça peut être tous milieux sociaux. Alors c'est sur un territoire quand même commun, donc ils ont ça en commun, ce ne sont pas forcément des personnes qui viennent de la France entière. Ils ont quand même ce côté terroir qui les relie, et qui vont partager la vieillesse ensemble, et avec ses joies et ses peines, se soutenir dans une très très forte solidarité. Et c'est vrai que la solitude des personnes âgées, donc le rejet, parce qu'ils sont rejetés par la société, et de pire en pire. Elle le rappelait très bien dans cette émission qu'aujourd'hui, les plus jeunes ne s'occupent plus de leurs parents. Et donc, quand un parent devient âgé, on le place. Voilà, on va le placer en institution. Alors qu'autrefois, il était accueilli à la maison, ou même chez d'autres peuples, c'est encore le cas, au Japon. Ou alors, elle donnait l'exemple des peuples un peu type Okinawa, où les personnes âgées, les centenaires, même parfois, se regroupent entre eux dans des communautés de vie, où chacun est chez lui. Mais ils se retrouvent tous les jours pour des projets communs, et ça les maintient joyeux, longtemps, en bonne santé, surtout avec l'estime de soi. Parce que ce qu'on perd avec le rejet, c'est l'estime de soi. Il y a d'un seul coup, on est minable, on n'est plus personne. Ce que tu disais très bien, en disant on rejette des parts de soi, et finalement, je n'ai plus de valeur intérieure. Je crois qu'on arrive à la fin de cette émission, parce que ça fait presque 1 heure qu'on discute, les amis. Ah bon ? Un peu plus, presque 1h10. Ce que j'aimerais vous dire, vous qui nous écoutez, si vous aimez ce format spontané, dites-le nous, parce que c'est la première fois qu'on l'expérimente. C'est vrai qu'en général, dans notre conversation du Scarabée avec Alexandre, on prépare un petit peu, on a une trame, on a quand même des points d'appui. Aujourd'hui, on est parti sans filet, avec les points d'appui des cartes, en bavardage, sans idée préconçue. Cet après-midi, on a parlé de notre émission, on ne savait absolument pas de quoi on allait parler. Hier soir à table, on se disait qu'on allait faire un épisode sur les sujets tabous, l'argent, le sexe, la mort. Après, on s'est dit plutôt la mort. Puis finalement, on a parlé un peu de tout ça aujourd'hui, plus ou moins, mais en tout cas, voilà, on a tiré un fil. Donc, si vous avez aimé ce format, si vous trouvez que c'est chouette aussi de rebondir comme ça sur des thèmes, ça peut être là, c'était des supports de cartes, mais ça peut être des thèmes qu'on imagine, dites-le nous, et puis on pourra, avec Christian ou même d'autres personnes, peut-être avoir ce format avec Alexandre de temps en temps. Merci infiniment à tous les deux. Alors Christian Junod, je rappelle que tu es un expert de la relation à l'argent, un expert international. On l'a redit, conférencier, tu donnes des stages, tu as écrit un certain nombre de livres, dont des livres avec Lilou Massé sur des 100 jours de défis pour aller vers l'abondance, c'est ça ? Oui, absolument, oui. On peut retrouver toutes tes activités, tes stages sur ton site internet. Je vais te laisser redonner l'adresse. www.cjunod avec un D au bout, conseil au singulier, tout en une fois, .ch. .com, pas .ch, .com. CH, c'est la Suisse, même si tu es es en Suisse. Mon vrai thème, j'ai envie de dire, c'est l'amour de soi à travers la relation à l'argent. Et on a fait une très belle émission récemment avec ton épouse, Anne-Chantal Junod, sur votre livre sur l'amour et le couple, puisque vous cheminez ensemble depuis très longtemps. Réussir son couple. Et puis Alexandre, je rappelle, tu es fondateur de Live Mentor, auteur aussi de 2 livres, auteur aussi d'une newsletter sur l'écriture aux éditions Erol, à laquelle on peut s'abonner sur cette page-là, sur le bonheur au travail, et puis ton premier livre... la méthode Live Mentor. Qui est la méthode Live Mentor, voilà, pour les entrepreneurs. Puis évidemment du magazine Odyssée, avec un petit clin d'œil, avec une carte qui avait ce nom dans l'émission. Merci infiniment à tous les deux. Et Anne, je sais que tu ne présentes pas tes activités, mais on peut quand même rappeler que tu as publié un oracle, même plusieurs oracles. 4 oracles. Enfin, elle me fait un petit signe. Elle me rappelle qu'il y en a 4. Mais c'est vrai que moi, je suis tellement fan de l'oracle de la métamorphose que je pense surtout à celui-là. Et j'invite les personnes qui nous écoutent à tester ces oracles. Et je sais que, te connaissant, je sais que tu rajouteras juste après d'autres oracles. Donc, je le dis moi-même, c'est les oracles de Anne ou d'autres oracles. Mais en tout cas, ces outils qui permettent d'avoir ce type de conversation. Moi, je suis accro à ces outils, et je conclurai simplement en disant que dans ma propre entreprise, j'ai 100 salariés, et maintenant à chaque séminaire annuel, on sort ce genre d'outils et on les distribue et on organise une discussion collective de 2 heures
où les gens se découvrent, se rencontrent grâce à ça, et c'est un carton à chaque fois. Voilà, on les utilise, en tout cas nous, toi et moi, jamais comme des outils de divination, même si on les appelle des oracles, mais comme des points d'appui de cheminement. C'est vraiment ça l'idée. Des outils d'introspection. Oui. Merci à tous les deux, et puis très joyeusement à bientôt. Bye bye. Salut. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.